Bonjour à tous, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les présidents et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, chers amis, bienvenue au ministère de la Transition écologique et solidaire pour cette fin d'après-midi consacrée à l'énergie solaire, à faire place au soleil. Vous le savez tous, en 2017, l'électricité solaire était la première source de production d'électricité installée dans le monde. Et en France aussi, nous nous sommes donné des objectifs ambitieux sur le solaire photovoltaïque et sur le solaire thermique dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Pour atteindre ces objectifs, il fallait libérer le solaire. C'était l'ambition du groupe de travail qui a été mené depuis un peu plus de 2 mois sous le pilotage du secrétaire d'État Sébastien Lecornu. Groupe de travail auquel vous avez tous ou presque participé, et je tiens à vous en remercier, vous et vos équipes, pour la qualité du travail réalisé. Je voudrais en particulier remercier les 2 syndicats professionnels, le syndicat des énergies renouvelables et Enerplan, avec leurs dirigeants Jean-Louis Ball et Daniel Bourg pour leur contribution. C'est cette mobilisation, cet engagement en France en faveur du solaire que nous avons voulu matérialiser, dont nous avons voulu témoigner ce soir, en invitant les acteurs principaux, les grands acteurs, à venir exprimer la façon dont ils s'engagent en faveur de l'énergie solaire. Alors, je suis Virginie Schwartz, la directrice de l'énergie de ce ministère. Il va me revenir la tâche que j'espère pas trop difficile de garder le temps dans cette journée extrêmement bien remplie. Pour commencer, nous allons écouter le secrétaire d'État Sébastien Lecornu qui vous fera part des annonces, des mesures que le gouvernement a souhaité mettre en place pour faciliter l'engagement de tous en faveur de l'énergie solaire. Ensuite, les dirigeants des 3 plus grandes entreprises du secteur de l'énergie en France viendront nous expliquer comment ils ont intégré le solaire dans la stratégie de leurs entreprises en partant d'énergies qui étaient un peu différentes, mais qui aujourd'hui laissent aussi une place au solaire dans leur groupe. Ensuite, nous entendrons comment les grands propriétaires fonciers peuvent contribuer à cette mobilisation solaire en mettant leur terrain à disposition des développeurs, soit en intervenant directement, soit en faisant intervenir des tiers. Du côté de l'État aussi, les propriétaires fonciers se mobilisent et donc nous aurons l'honneur d'écouter Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées qui viendra témoigner de l'engagement fort de ce ministère en faveur du développement de l'énergie solaire. La SNCF également, côté public, viendra exprimer son engagement. Et puis le secteur de la grande distribution a répondu très largement présent à notre appel avec les plus grandes enseignes présentes ce soir pour témoigner de leur engagement. Pour finir, nous n'avions pas le temps de faire venir toutes les entreprises du secteur du photovoltaïque qui, au quotidien, contribuent à réaliser les projets, à les mettre en œuvre et à faire en sorte que ces kilowattheures arrivent effectivement sur notre réseau. Nous aurons un témoignage, celui de la société Akuo, qui nous présentera un élément d'innovation dans ce domaine, comme une illustration évidemment d'un secteur bien plus large où les entreprises de toute taille et sur tous les types de projets abondent. Merci d'avance à tous les intervenants pour leur concision, puisque notre objectif est d'avoir fini vers 20h et donc de faire tout ça en un temps extrêmement court. Et encore, merci à tous pour votre présence ce soir et pour votre mobilisation. Je laisse tout de suite la parole au secrétaire d'État. Merci Virginie. Je vais moi-même, à mon avis, avoir du mal à être discipliné sur la gestion du temps. J'ai, mine de rien, pas mal de choses effectivement à vous dire et à vous annoncer ce soir. Madame la ministre, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents et directeurs, nombreux, mesdames, messieurs, qui auraient cru, il y a 5 ou 10 ans, qu'un jour les patrons d'EDF, d'Engie, de Total, mais aussi d'Auchan, de Système U, de Leclerc, de Carrefour, des Mousquetaires, mais aussi de la SNCF, se retrouveraient au ministère de l'écologie avec la secrétaire d'État aux armées pour regarder une vidéo dans laquelle Stéphane Bern prend la parole. D'ailleurs, qui aurait cru
peut-être que je sois devant vous m'occupant de ces questions. Nous sommes à un moment intéressant, passionnant, où des courbes se croisent. Le solaire tangente maintenant les prix du marché. Derniers appels d'offres solaire au sol, 55 €. Les raccordements au premier trimestre 2018 ont plus que doublé par rapport au premier trimestre 2017. Les grands industriels ne s'y sont pas trompés. Vous avez lancé des plans massifs pour le solaire. Vous rejoignez les jeunes entreprises qui ont trouvé toute leur place dans nos appels d'offres. En quelques années, nous sommes passés d'une situation où l'État devait encadrer et stimuler les professionnels et construire un marché administré, il faut bien le dire, pour que des projets voient le jour, à une situation où certains se demandent combien de temps encore l'État s'en mêlera-t-il. À court et moyen terme néanmoins, le soutien de l'État reste indispensable pour beaucoup de projets bâtimentaires, technologies innovantes, agrivoltaïsme, on en reparlera, et certaines régions moins ensoleillées. À long terme, l'État sera toujours là pour organiser la rencontre, rassurer les investisseurs, faire évoluer les règles, soutenir l'innovation. Mais tout de même, nous voyons arriver le moment, et c'est une bonne nouvelle, où le secteur se développe de par lui-même, et sans nostalgie, on peut se dire que les rencontres comme celle d'aujourd'hui, les grands plans gouvernementaux, dont nous avons parfois l'habitude d'en abuser dans ce ministère, le solaire n'en aura peut-être plus besoin à l'avenir. Si on en est là, c'est parce que le solaire fait converger plusieurs priorités. Un nouveau marché pour les professionnels de l'énergie. Ils le diront mieux que moi. 2, un modèle économique viable pour des investisseurs, y compris là où on les attendait pas forcément. Ils se reconnaîtront, ils auront l'occasion de prendre la parole là aussi. La priorité politique absolue, c'est le 3e point, qui est le climat et les questions qui en découlent pour l'avenir de notre mix énergétique. Permettez-moi d'ailleurs de m'arrêter un instant sur ce point, car il est crucial et nous arrivons dans une période décisive, puisque bien sûr il y a un cadre à tout cela, et le cadre, c'est la PPE. Le gouvernement souhaite que cette programmation pluriannuelle pour l'énergie soit fiable et sincère. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, y compris dans la presse il n'y a pas très longtemps. On ne va pas repousser sans cesse la date d'atterrissage à 50% de nucléaire dans la production d'électricité. À cet égard, la clé, c'est évidemment l'accélération du développement des énergies vertes. Le premier intangible de cette PPE, c'est la sécurité d'approvisionnement. Donc, le besoin d'énergie pilotable, gaz, nucléaire, hydroélectricité, nucléaire et le soutien aux solutions de stockage, via notamment le plan hydrogène et la recherche sur les batteries que Nicolas Hulot a annoncé dans cette pièce il y a maintenant quelques semaines. Le deuxième axe important de cette PPE, c'est le climat. Et donc la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Les centrales à fioul ont été arrêtées. Nous arrêterons la production d'électricité à partir du charbon en métropole pendant le quinquennat. C'est un engagement du président de la République. Le troisième intangible de la PPE, c'est le coût de l'électricité pour le contribuable et pour le consommateur. Le nucléaire a été la meilleure réponse à cet impératif à une époque donnée, dans les circonstances que nous savons de l'après-guerre. Aujourd'hui, l'atome n'est plus la seule option, et ce n'est pas faire injure à cette filière que de le dire. D'ailleurs, notre horizon en la matière est raisonnable. Nous visons 50% de nucléaire dans le mix électrique français, et j'ai eu l'occasion de le dire en visite à Flamanville avec le PDG d'EDF, 50%, ce n'est pas zéro. Dernier intangible, c'est bien évidemment l'impact économique et social, aussi bien sur les territoires que sur les entreprises concernées. Nous aurons une solution d'accompagnement pour les territoires, quelles que soient les décisions qui seront prises. Celles et ceux qui sont impliqués dans le dossier de Fessenheim le savent très bien. Et je tiens à remercier publiquement Jean-Bernard Lévy pour la qualité de travail entre l'État central comme l'État déconcentré, avec les équipes d'EDF, du CNPE de Fessenheim, comme les équipes nationales d'EDF, avec lesquelles nous sommes en capacité désormais de nous projeter avec souplesse et rapidité sur justement un autre avenir pour ce territoire dans lequel EDF restera très attaché, ne serait-ce que par l'hydroélectricité. Une fois qu'on a dit cela, on a compris que le développement des énergies renouvelables est la clé. Ce qui compte, c'est donc, comme dirait le président de la République, l'art d'exécution. Accélérer les énergies renouvelables, c'est le temps du comment, plus que des objectifs ambitieux inscrits dans la loi ou dans la PPE. C'est le sens des 3 groupes de travail que j'ai l'honneur de présider. Le groupe de travail éolien terrestre a adopté en janvier des mesures permettant d'améliorer l'acceptabilité des projets sur le territoire, réduction des flashs nocturnes, financement participatif, intéressement fiscal des communes, de simplifier les procédures administratives de renouvellement des parcs et la mobilisation de nouveaux espaces jusqu'à la fermer à l'implantation d'éoliennes. Je
pense que la secrétaire d'État aux armées y reviendra. Et surtout, la suppression d'un niveau de juridiction pour le traitement des contentieux qui va permettre de diviser par 2 la durée de montage d'un projet éolien terrestre dans notre pays. De leur côté, les projets éoliens en mer vont enfin voir le jour grâce à la négociation menée par le Premier ministre en personne, ce qui va conforter la filière industrielle et accélérer la production d'énergie renouvelable dans les territoires concernés. 6 projets seront achevés d'ici 2024 et les sites industriels associés verront le jour, notamment dans des bassins d'emploi concernés par l'arrêt du charbon. Les conclusions du groupe de travail sur la méthanisation de mars dernier permettront d'atteindre l'incorporation de 10% de gaz vert dans notre gaz d'ici à 2030 à travers les petites unités adossées à des exploitations agricoles ou des plus grandes. La troisième brique de ce plan de libération des énergies renouvelables, c'est le solaire avec ce programme Place au Soleil. À mon tour, après Virginie, je tiens à remercier tous les acteurs, les syndicats professionnels, ils se reconnaîtront, qui se sont investis largement dans cette méthode nouvelle, qu'ils soient chaleureusement remerciés pour la qualité des travaux qui ont été les nôtres. La première des mesures annoncée par le ministre d'État Nicolas Hulot en décembre dernier au One Planet Summit, c'est l'accélération des appels d'offres. Plus 1 gigawatt par an, soit un soutien total public de 3 milliards d'euros chaque année. Je suis heureux de vous confirmer que la PPE prolongera les perspectives jusqu'en 2028. L'État a ouvert le carnet de chèques. Avec ça, on peut accélérer. L'offre et la demande, c'est probablement le meilleur des résumés de notre programme et notre plan solaire. D'un côté, il mobilise les détenteurs de grands fonciers artificialisés, inutilisés ou à valoriser pour qu'ils s'y mettent. Et de l'autre, il mobilise la filière des énergies dans sa diversité pour qu'elle accélère ses investissements. À chaque fois, l'État apporte les mesures qui simplifient, facilitent, accélèrent et sécurisent. Le premier axe, et ça vous concerne, mesdames, messieurs, c'est faire place au soleil chez les professionnels. Lors des travaux du groupe de travail, certains se sont ouvertement inquiétés de l'éventuelle suppression de l'exonération de CSPE en 2019 pour les projets d'autoconsommation après les analyses faites par la CRE. Je vous le confirme aujourd'hui, au nom du gouvernement, celle-ci sera renouvelée. L'économie est de 500 à 1 000 euros par an en moyenne pour un petit commerce en autoconsommation et jusqu'à 10 000 euros pour des installations allant jusqu'à 1 mégawatt. La CSPE est conçue pour développer les renouvelables, pas pour les réduire. Par ailleurs, nous allons ouvrir de nouvelles possibilités pour l'autoconsommation collective, en élargissant aux projets dont l'ensemble des consommateurs et producteurs sont situés dans un rayon d'1 kilomètre. Cela permet ainsi de développer les écoquartiers. L'exemple de Lyon-Confluence est revenu plusieurs fois. Les anciennes, messieurs, mesdames, plutôt messieurs, de grandes et moyennes surfaces sont idéalement placées pour installer des panneaux photovoltaïques en autoconsommation, ouvrière ou sur les toitures. Elles s'engagent, je pense qu'elles vous le diront mieux que moi dans un instant, et dans quelle proportion. Ces enseignes, et je salue particulièrement les personnalités présentes, sont prêtes à signer une convention de développement du solaire avec l'État. Je vous en remercie. D'autres enseignes préciseront dans les semaines qui viennent leur engagement. En tout cas, tout au long du mois de septembre, je me tiendrai à côté de celles et ceux qui s'engagent concrètement pour venir décliner ces engagements en région à côté de vos directeurs ou de vos adhérents. En réponse, pour vous faciliter cette voie, le gouvernement prévoit de simplifier les dispositions du Code de l'urbanisme pour faciliter le développement du photovoltaïque sur les parkings et les serres solaires. Les différentes mesures techniques, je ne les égrenerai pas, sont dans votre dossier. Je le fais en pensant aux villes qui nous ont dit leur désir de soutenir le solaire chez elles et d'établir une nouvelle relation à leurs grandes surfaces d'entrée de ville qui rendent plus de services encore au territoire. Mesure particulièrement attendue et on le sait efficace, le gouvernement autorisera le tiers-financement en autoconsommation. Le supermarché pourra alors louer ses ombrières ou toitures à une société extérieure pour lui faire le service d'autoconsommation. Ça vaut pour tous les secteurs aussi, collectivités territoriales comprises. Le deuxième axe de ce programme, c'est la place au soleil à la maison. L'autoconsommation domestique se développe, plus 50% en 2017. On le comprend,
car elle permet une baisse de la facture d'électricité de 15 à 25%. C'est principalement du solaire. Nous allons renforcer les contrôles sur les installateurs. Pas question, disons-nous les choses franchement, de laisser des margoulins s'infiltrer dans la brèche. Suffisamment d'exemples ont été médiatisés ces temps-ci. Le contrôle sera désormais réalisé par le consuel qui attestera d'un niveau de qualité suffisant. Autre point important, le chauffe-eau solaire individuel. 50 à 80% des besoins moyens annuels d'eau chaude. Les Outre-mer sont en avance, en particulier le département de la Réunion, et la métropole, disons-nous les choses clairement, est profondément en retard. Le gouvernement va donc augmenter son soutien aux dispositifs thermosolaires, chauffage et eau chaude solaire combinée, dans le cadre du recentrage du CITE, Crédit d'impôt sur la transition énergétique, sur les travaux les plus efficaces. Je préciserai les différents niveaux lors du projet de loi de finances 2019 en lien avec les députés et sénateurs. Troisième axe, place au soleil à la ferme. Les exploitations agricoles accueillent 13% des installations photovoltaïques et 3% en solaire thermique. Ce sont près de 15 000 installations agricoles et jusqu'à 15 000 € de revenus complémentaires par an avec les différentes ENR. C'est un chiffre qui est revenu dans le cadre du groupe de travail méthanisation avec l'ADEME, une étude qui avait été commandée au moment où nous penchions davantage sur la question du gaz en combinant l'ensemble des énergies renouvelables. Pour aller plus loin, le premier sujet était le raccordement. Le gouvernement a déjà pris un arrêté pour exonérer de 40% le prix du raccordement au réseau pour les installations de moins de 5 MW. L'isolement n'est plus complètement un problème et la rentabilité est de ce fait améliorée. Le gouvernement va doubler par ailleurs le volume d'appels d'offres pour l'agrivoltaïsme qui permet une synergie entre production solaire et production agricole grâce à un pilotage dynamique des panneaux solaires sur des serres solaires et pour tous les autres projets innovants en lien avec l'agriculture. De même, nous allons augmenter de 50% le volume de l'appel d'offres de photovoltaïque sur les toitures, dont les toits agricoles sont les premiers bénéficiaires, plus de 60% des projets en moyenne. Mieux doté, l'appel d'offres donnera toutes ses chances au projet de voir le jour. Nous supprimerons par ailleurs 2 contraintes réglementaires qui handicapaient profondément le monde agricole, celle de l'obligation d'émission de garantie d'exécution et la certification ISO de l'installateur. Là aussi, je mesure qu'un chemin reste encore à parcourir pour coller et toucher aux spécificités du monde agricole. Comme sur d'autres sujets, nous le ferons. La méthanisation, il a fallu plusieurs années. En quelques mois, nous y sommes arrivés. Nous continuerons sur le photovoltaïque en lien avec le monde agricole. Autre axe important, la place au soleil dans les territoires. L'enjeu de l'accélération du solaire, c'est sans nul doute le foncier. Pourtant, notre choix, et nous l'assumons, c'est de ne pas toucher au foncier agricole. Trop précieux pour notre alimentation et notre avenir, pour nos paysages et notre identité. Notre pays regorge de surfaces non agricoles au soleil. Il reste donc à les mobiliser, on l'a dit un instant, pour les grandes et moyennes surfaces. Le ministère des Armées a recensé plus de 270 000 hectares de surface à sa disposition et s'engage dès maintenant à mobiliser plus de 2000 hectares pour des projets photovoltaïques à l'horizon 2025. Les mégawatts que les impératifs militaires ne nous permettent pas de produire en éolien, nous les retrouverons donc en partie en solaire. Je vous avais dit en concluant le groupe éolien il y a maintenant quelques mois qu'avec Florence Parly, nous engagions ce chantier. C'est chose faite et je tiens chaleureusement à remercier Geneviève Darrieussecq, ici présente, et les militaires pour leur efficacité, leur bienveillance. Ces actions, Madame la Ministre, vous y reviendrez dans un instant, donnent aux armées un visage moderne et vertueux. Cela supposait néanmoins 2 mesures techniques de la part de notre ministère, Madame la Ministre. Tout d'abord, le gouvernement va exonérer de taxes foncières les domaines publics équipés de panneaux solaires, ce qui va inciter les armées, mais aussi toutes les administrations, collectivités territoriales compris, à mobiliser leur foncier pour des projets photovoltaïques. Par ailleurs, d'autres opérateurs s'engagent. Qui n'a jamais retrouvé sa voiture bouillante sur un parking de la SNCF? Eh bien là, la SNCF a décidé de nous rejoindre aujourd'hui et s'engager dans le développement du solaire sur ses délaissés, toitures ou parkings, et vient de lancer un recensement exhaustif de ses possibilités. Elle ne sera plus seulement le premier consommateur électrique en France, faut-il le rappeler, elle deviendra producteur d'électricité. C'est une révolution, mais il faut dire qu'en ce moment, la SNCF connaît plusieurs révolutions en même temps, si vous me permettez cette expression. Vous nous avez tous interrogés, et je ne me dérobe pas, sur
une régionalisation des appels d'offres. Eh bien, c'est ce que nous allons faire en Outre-mer, où chaque territoire bénéficie, comme vous le savez, d'une PPE spécifique. Pour la première fois, le gouvernement va lancer 2 appels d'offres photovoltaïques pluriannuels, de nouveaux appels d'offres photovoltaïques pluriannuels, territoire par territoire, ce qui donnera une garantie à l'atteinte des objectifs de volume du solaire. C'est un premier pas concret vers l'autonomie énergétique de ces territoires non interconnectés. D'ailleurs, aucun pays européen ne le fait ou ne l'a fait jusqu'à présent, y compris les pays du nord de l'Europe, pourtant moins ensoleillés que le nord de la France ou l'Île-de-France. En revanche, et je sais que j'en décevrai certains, nous assumons de ne pas régionaliser les appels d'offres en métropole où la situation est radicalement différente. J'en reviens à mon discours d'introduction. Nous devons saisir le moment où nous sommes, un moment où, dans bien des compartiments, nous avons déjà quitté une économie administrée pour atterrir en douceur dans le bon équilibre entre l'offre et la demande. C'est le gage de la réussite de la transition énergétique. Et pardonnez-moi de le dire, l'actualité récente des éoliennes offshore est venue nous le rappeler avec beaucoup de réalité. Qu'est-ce qu'on peut observer dans les derniers appels d'offres ? Les Hauts-de-France et le Grand Est ont été les 3e et 4e régions pour les nouveaux projets solaires. La conquête de l'Ouest, en l'occurrence, non pas de l'Ouest, du Nord, c'est, à défaut d'être fait, en cours et nous y sommes presque. D'autres problèmes existent. Dans d'autres régions, en particulier là où le prix du foncier est élevé, et je pense notamment à l'Île-de-France, c'est pourquoi l'État prend des mesures pour libérer le foncier. Les régions pourront compléter ces mesures par des dispositions spécifiques de soutien. Certaines l'ont fait. Les friches seront d'ailleurs sollicitées via les établissements publics fonciers. Et l'ADEME est déjà largement engagée sur cette voie, et je tiens à saluer son président. On le voit bien, la régionalisation des appels d'offres pour la métropole était certainement une idée évidente et pertinente pour hier. Aujourd'hui, réjouissons-nous que la donne du marché ait changé la donne. L'effet de volume et la grande fréquence des appels d'offres feront toujours plus pour le prix de l'électricité des Français que la suradministration territoriale. Puisque nous en parlons, et c'est le moment de le dire, je souhaite que tous les élus de nos territoires aient la possibilité de s'engager pour le développement du solaire. Pour les élus qui veulent faire la course en tête, je les invite à rejoindre le nouveau programme Ville solaire et département solaire que le ministère de la Transition écologique va créer et que j'installerai en septembre prochain afin de favoriser et valoriser l'engagement des collectivités locales dans le déploiement de l'énergie solaire. L'objectif est d'engager 100 villes à atteindre d'ici 2020 des objectifs de développement solaire qui passent par s'engager sur un nombre de mètres carrés de panneaux solaires par habitant, réaliser un cadastre solaire pour permettre à tous les citoyens du territoire de connaître le potentiel photovoltaïque de leur logement ou bâtiment, d'équiper les bâtiments communaux de projets photovoltaïques et quatrièmement, de proposer un projet pour animer le développement du solaire et en accompagnant les porteurs de projets, par exemple par le biais d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou en favorisant le développement du solaire dans leurs documents d'urbanisme. Les lauréats seront soutenus pour le montage de leurs projets. Toutes ces mesures, mesdames, messieurs, vous le voyez bien, forment une cohérence. Mais il manquait un aspect important, une conviction personnelle que je porte et que je veux vous transmettre, c'est le monde du patrimoine, qui doit être étroitement associé au développement des énergies renouvelables. L'acceptabilité sociale du déploiement à grande échelle des énergies renouvelables passe par la prise en compte des problématiques architecturales et paysagères, car j'aime à le rappeler, ce ministère est aussi celui des paysages. Cela constitue une opportunité pour le développement de solutions françaises innovantes, avec notamment des technologies mieux intégrées dans leur environnement immédiat, comme les tuiles photovoltaïques ou les vitres photovoltaïques. Un groupe de travail avec les associations concernées, notre ministère et les services du ministère de la Culture démarrera en septembre grâce au soutien de Françoise Nyssen et de Stéphane Bern. Le gouvernement financera une dizaine d'opérations photovoltaïques exemplaires et innovantes en termes d'intégration au sein du patrimoine à l'automne prochain, et c'est une grande première. Telles sont les principales mesures que nous arrêtons au terme de plusieurs mois de travail et d'échanges. Toutes n'ont pas été mentionnées, vous les retrouverez dans le dossier. Bien sûr, certains les trouveront insuffisantes, mais avançons déjà avec les mesures qui sont aujourd'hui sur la table. Elles dessinent des perspectives intéressantes et nous projettent dans l'avenir. Justement, l'avenir, pour terminer, est la suite de cette histoire solaire. Nous savons le potentiel de développement extraordinaire du solaire.
Selon l'ADEME, une fois de plus, il existe un gisement identifié de l'ordre de 350 gigawatts sur toiture, 360 000 hectares. Le CEREMA, organisme du ministère, a évalué à 775 gigawatts le potentiel photovoltaïque mobilisable au sol ou sur des parkings dans la moitié sud de la France, soit près de 100 fois les capacités solaires aujourd'hui installées en France, hors terres agricoles, bien entendu. J'ai beaucoup évoqué la baisse des coûts du solaire. Celle-ci est liée aux nombreux progrès de la recherche et de l'innovation. Merci aux entreprises. Ils vont continuer à rythmer nos prochaines années, nos prochains appels d'offres. Les applications du futur sont nombreuses. J'ai évoqué les tuiles et les vitres photovoltaïques. Plusieurs entreprises françaises sont positionnées sur ces sujets et font l'objet d'un soutien important des investissements d'avenir. Et puis, il y a l'immense chantier du stockage que j'ai rapidement évoqué. Pas besoin de rappeler ici que le stockage, c'est le complément indispensable des énergies renouvelables et la clé de notre avenir. Je suis heureux de vous confirmer ce soir que nous engagerons à la rentrée un 4e groupe de travail autour des questions d'intelligence énergétique. Nous y associerons nos réflexions sur le sujet du stockage. En élargissant, pensons aussi à la filière industrielle dont le développement sera intéressant. Un premier site, pour ne pas le citer, Veolia, de recyclage de panneaux photovoltaïques sera inauguré dans une semaine exactement à Rousset, dans les Bouches-du-Rhône. Bref, vous l'avez compris, j'ai la faiblesse de penser que nous sommes encore au début d'une nouvelle histoire. Toutes les mesures que j'annonce ce soir au nom du gouvernement mériteront, comme à chaque fois, et c'est notre méthode, d'être évaluées, et toutes les perspectives d'avenir que j'ai évoquées mériteront d'être concrétisées. À cette fin, j'ai demandé à la Direction générale de l'énergie et du climat d'organiser le suivi des différents chantiers que nous ouvrons aujourd'hui et de me communiquer un bilan de leur avancement pour l'été prochain, où nous réunirons notre groupe de travail pour dresser le bilan et éventuellement corriger quelques perspectives. Cette évaluation, ce suivi sont un devoir, car les mesures annoncées et les perspectives dessinées forment un tout cohérent qui s'inscrit dans l'effort de transformation que nous devons conduire et que la PPE, dans les prochains jours, les prochaines semaines, viendra récapituler. La PPE, c'est naturellement le gouvernement qui l'écrit, en lien avec le Parlement, mais l'effort, c'est un effort collectif, public, privé, EDF et Auchan, l'ADEME et la SNCF, la DGEC et Leclerc, Système U et les armées, les mousquetaires et les régions, Stéphane Bern et Geneviève Darrieussecq. Bref, un grand mélange, un effort collectif, un effort dans lequel chacun des intervenants de ce soir, à qui je cède maintenant la parole, prend sa place. Merci pour votre engagement. Nous avons, je crois, avancé ce soir. Merci à tous.